Bienvenue à vous. Content de vous retrouver pour ce nouveau, on peut dire, un numéro de c'est ça, c'est pour ainsi dire ça, de numéro de juste avant Noël presque, de Funeste Fred. On aura l'occasion, de parler un petit peu, dans le courant de cette émission, de l'avenir, si j'ose dire, de notre humble magazine. Mais tout de suite, je vais vous lire, pour texte d'ouverture, l'introduction du livre, du récit du livre, ce texte qui a été récemment réédité chez Rivage Poche. Je vais vous montrer le bouquin dans quelques instants. Tout de suite, je vous lis le texte d'introduction. Le 1er juin. Le 1er juin, à 11h30 du soir, le général Lamarque avait rendu le dernier soupir. C'était un grand événement que cette mort. À cette époque, le parti républicain lui-même se faisait une arme du nom de Napoléon. Or, le général Lamarque, chose qui serait plus difficile à définir aujourd'hui qu'à cette époque, où l'on jugeait bien plutôt par instinct que par éducation, le général Lamarque était à la fois l'homme de l'Empire et de la liberté, le soldat de Napoléon et l'ami de Lafayette. Napoléon, on se le rappelle, l'avait nommé maréchal de France à Sainte-Hélène. Ni les Bourbons de la branche aînée, ni ceux de la branche cadette n'avaient eu l'intelligence de ratifier la nomination. Mais aux yeux de la France, c'était bien véritablement un de ces maréchaux qui venait de mourir. Oui, cette mort avait véritablement quelque chose de grandiose en raison des circonstances dans lesquelles elle se produisait et des particularités qui l'avaient accompagnée. On citait du général Lamarque à son lit de mort, on citait une foule de mots dans lesquels il y avait à la fois du Léonidas et du Caton. Alors déjà, si l'auteur de ce texte fait référence à la fois à Léonidas et à Caton, c'est que dans la décade précédant immédiatement les événements dont il est question, dans ce récit, dans ce livre, la décade 1820, il y avait eu ce qu'on avait appelé le mouvement philhellène, en soutien aux Grecs contre les Turcs ottomans, et cela avait ravivé, entre autres, un, oui, un vif intérêt pour tout ce qui touchait aux figures de la Grèce antique et partant aux Spartiates, à Léonidas, mort aux Thermopyles, et Caton d'Utique, figure stoïcienne qui se donna la mort après avoir été vaincu par César, Jules. Et là, nous étions en 46 avant Jésus-Christ. Voilà pourquoi Alexandre Dumas et lui faisait allusion au sujet du général Lamarque, en mémoire de Lamarque à la fois à Léonidas et à Caton. Alexandre Dumas, oui, déjà rien que si je vous avais posé la question avant, si je vous avais proposé d'essayer de l'identifier, dites-moi qui pouvait rédiger aussi bien, pour ce qui était de le rendre attrayant, son texte, de le rédiger aussi bien le texte d'introduction d'un roman, d'un récit, comme ici Dumas, hein, bien entendu. Alors, l'ouvrage réédité, Alexandre Dumas, il s'agit de Paris dans les jours d'insurrection, avec une préface je le précise, une préface de Stéphane Zekian. Voici un petit rappel des faits historiques, hein. Je vais essayer d'être le plus concis, synthé à la fois. Si on remonte 2 ans avant, à l'été 1830, la révolution des Trois Glorieuses, bien sûr. À l'issue, la chute de Charles X, révolution à l'issue de laquelle nous avions assisté. Il était roi des Français à l'accession au trône de Louis-Philippe de la branche Orléans, le fils de Philippe Égalité, et lui se fera connaître avec le surnom du roi bourgeois. Et c'est que les milieux républicains qu'on s'autorisera, dans le contexte présent de notre livre, à avoir tout de même comme sincère pour ce qui était d'unir à la fois leurs aspirations et celles des classes populaires. Hein, nous nous autoriserons à les voir sincères tout de même dans ce contexte. Il s'était assez rapidement senti floué
après ces Trois Glorieuses et ça ne va pas tarder. Sous l'égide du premier ministre de Louis-Philippe, Casimir Périer, on voit se mettre en place une politique de harcèlement à l'adresse des milieux de l'opposition républicaine, harcèlement essentiellement par la voie judiciaire. Et là, vous avez déjà François Raspail, on pourrait parler de lui, de François Raspail. C'est un pionnier en matière d'éducation populaire, François Raspail, ou encore le leader anarchiste bien connu, Auguste Blanqui. L'un et l'autre vont être jugés et incarcérés. En 1831, on aura à Lyon une brutale répression, celle des mouvements ouvriers dans la confection à Lyon, la répression des canuts, et au printemps suivant, peu de temps après, le choléra sur Paris, l'épidémie qui aurait fait, les sources sont assez variées, mais qui aurait fait, rapporte-t-on, estime-t-on, entre 13 000 et 18 000 morts dans la capitale. Et là, le gouvernement se berce en vain, on peut le dire aussi, se berce dans l'illusion que dans l'adversité, celle-là d'adversité va permettre de ressouder, de refaire l'union autour du trône. Ils se mettent le doigt dans l'œil pour ça, et dans les milieux vieilles, on dira vieille, oui, vieille droite catholique qui se trouve au sein des royalistes légitimistes, on parle carrément d'une punition divine pour ce qui s'est produit 2 ans plus tôt avec les Trois Glorieuses, punition divine, et ailleurs des bruits courts, il y aurait des empoisonneurs, hein, on parle d'une crise sanitaire, vous pouvez ou vous ne pouvez pas actualiser ou établir des ponts d'une manière ou d'une autre avec ce que vous voulez. Il va sans dire, mais on parle d'une crise qui aurait été orchestrée par des empoisonneurs à la solde du gouvernement. Ça fait déjà pas mal tout ça. Il y aura les funérailles du général Lamarque, grande figure républicaine, icône républicaine, début juin 1832, qui va servir de détonateur à une insurrection qui aura souvent été occultée, refoulée dans l'histoire de France. Il faut le dire encore, oui, volontiers occultée. L'insurrection de 1832, détonateur à cette insurrection, Victor Hugo. Si vous allez dans Les Misérables, il va sans dire, sous forme romanesque, plutôt vers la fin dans Les Misérables, aura traité de cette insurrection. Ici, on est en compagnie d'Alex. Et Alex, s'il avait été franchement actif au moment des Trois Glorieuses, on ne peut plus actif, hein. Il avait joué un rôle de premier ordre carrément, en emmenant un petit groupe, en emmenant ses hommes, pour ce qui était de mettre la main là sur les poudres, ramenées de Soissons, qui aurait joué un rôle déterminant dans les combats, dans la victoire des insurgés en 1830. Oui, hein, ce n'était pas rien. Alex en 1830, mais 2 ans plus tard, là, il est, pour ainsi dire, l'ombre de ce qu'il était 2 ans plus tôt. C'est qu'il achève à peine sa convalescence. Figurez-vous, oui, vous aurez peut-être deviné, il a échappé, de près, il a survécu à l'épidémie de choléra. Il achève à peine sa convalescence et il arrive à peine à tenir debout au moment de se retrouver en uniforme. Oui, il a enfilé son uniforme d'artilleur de la garde nationale, et il arrive à peine à tenir debout dans le cortège des funérailles, hein. Il doit rassembler ses camarades artilleurs en uniforme, les intégrer au cortège. Il se débrouille, il fait de son mieux, mais il n'aspire qu'à une chose, pouvoir regagner son lit une fois la cérémonie terminée. Et quand ça commence à chauffer, il a un peu de mal, il comprend pas tout de suite, il saisit pas tout de suite, d'autant qu'il y a une balle, il y en a un par erreur qui va lui tirer dessus et qui va le manquer de près, ce qui lui vaudra, et ce ne sera pas la seule fois durant ces journées d'insurrection, car il faut dire que dans ces pages relatant, oui, mmh,
Dans ces pages tragiques, il y a tout de même des aspects. À certains moments, on s'autorise quelques pauses un peu plus axées sur l'humour et ça l'aura bien, pour sûr, ça l'aura bien amusé de se voir, de s'entendre annoncer à plusieurs reprises dans ce cadre-là décédé. Alex, tout ce qu'il va réussir à faire, car oui, il aimerait bien faire quelque chose, hein, et c'est entraîner un groupe d'insurgés à l'arrière d'un théâtre dans l'espoir de pouvoir mettre la main pour aller voir s'il n'y a pas des armes à l'arrière d'un théâtre en coulisses qui pourraient pour de vrai servir, être récupérées, mais en sortant de là, il en peut plus, il a ses maux de tête qui sont carrément sur le point de l'assassiner, oui, et s'il doit y passer, il préfère que ce soit chez lui, il regagne son lit, dont il ne sortira, pour ainsi dire, plus, hein, il ne verra plus grand-chose des événements qu'il relatera dans ce texte 20 ans plus tard, en se basant sur des sources de son chef du mieux qu'il peut, bien sûr, mais en faisant appel à d'autres témoignages et notamment aux productions de son ami là-dessus, le socialiste Louis Blanc. Du côté des historiens, si on juge bon de nous mettre en garde, car c'est Alexandre Dumas, alors on juge bon de puisque c'est lui, de nous mettre en garde sur son goût. On ne dira que ça, des raccommotements, des rafistolages textuels, on se contentera de dire ça, textuel, en dépit de cette façon dont on juge bon de nous avertir. Les historiens concluent qu'il s'agit, venant d'un écrivain qui, s'il n'a pas pu être présent d'un bout à l'autre, était tout de même pour une part sur le terrain, pour un témoin direct des événements qui se trouvaient là. C'est tout de même un document de premier ordre. Alors, je vous ai lu le texte d'introduction. Oui, je pense avoir relaté dans les grandes lignes le contexte historique, comment ça s'est passé perso. Pour Alexandre Dumas, alors je vais vous lire il y a un texte de présentation, hein, j'y ai déjà fait allusion, fort bien rédigé, qui est aussi l'occasion de se remémorer, car cette insurrection de 1832, même si on s'est beaucoup efforcé de l'oublier, de l'occulter tout un temps dans les livres d'histoire et peut-être bien encore aujourd'hui. Je parcourais encore il y a quelques jours ce livre récent qui s'appelle Révolution française au pluriel du Moyen Âge à nos jours, qui est sorti chez Tempus. Et on n'y parle pas, si on y parle de 1830 et de 1848, celle pour Révolution qui viendra tout de même à bout là de Louis-Philippe. Si on en parle de ces deux-là, 30 et 48, on ne dit absolument rien sur 32, hein, comme quoi, mais ça a bel et bien chauffé. On ne connaît pas le nombre de morts quand ça s'est achevé par ce massacre, celui du cloître Saint-Wéry. Ça se trouve dans le 4e arrondissement. On me dit que ça correspond au quartier du Marais, à Paris, dans le 4e arrondissement. C'est là qu'il s'était retranché en bout de course dans le cloître de Saint-Wéry, un véritable massacre, mais avant ça, une résistance assez inouïe, et ce fut, dit-on, d'une telle violence qu'en dépit de l'infériorité numérique des insurgés, qui auraient été au total 3000 contre l'armée de Louis-Philippe, entre 30 et 40 000 hommes. Le problème, c'est que ils n'ont pas réussi à établir des bases arrière, des contacts avec l'arrière, à pouvoir constituer un plus large front. Oui, pour faire court, à constituer un plus large front d'ensemble révolutionnaire par rapport à l'Hexagone, d'où échec de l'insurrection, vaincue militairement au bout du compte. Mais ce fut si dur pour les troupes de Louis-Philippe qu'à un moment donné, bon nombre de Parisiens qui étaient restés sur place avaient cru, pour ainsi dire, dur comme fer, qu'ils allaient l'emporter.
les insurgés. Oui, la bataille du cloître. Saint-Wéry, je ne vous interdis pas de revoir non plus les diverses adaptations cinématographiques des Misérables. La faute à Voltaire, la faute à Rousseau. Et dans le texte de Dumas, il y a une rencontre d'Alexandre avec un gamin insurgé, un Gavroche, qui aura eu, oui, celui-là, il aura survécu, il aura eu plus de chance, vous l'avez compris, que l'autre, hein. Oui, ça a chauffé tout de même, beaucoup plus qu'on ne l'a laissé croire par la suite en 1832. J'ai parlé de l'histoire, j'ai parlé de l'auteur, de là où il était, de ce qu'il faisait en 1832, de l'évaluation du bouquin qui a été faite par les historiens. Alors oui, j'aimerais vous lire ceci, que je renvoie, comme à chaque fois, à votre plus entière appréciation dans la partie présentation. Dumas. Dumas Dumas n'est pas le plus mal placé pour distinguer nettement ceux qui firent la révolution de 1830 et ceux qui temporisèrent à l'écart de la mitraille. Attendant de voir quelle tournure prendraient les événements contre les opportunistes, empochant la mise sans avoir rien risqué. Ces prudents qui se tenaient chez eux soigneusement gardés, hermétiquement enfermés, il rend hommage à l'action des vrais insurgés. Non les discoureurs filandreux ni les théoriciens de la science politique en pantoufles, mais cette jeunesse ardente du prolétariat héroïque qui allume l'incendie, il est vrai, mais qui l'éteint avec son sang. Ce sont ces hommes du peuple qu'on écarte quand l'œuvre est achevée et qui, mourant de faim après avoir monté la garde à la porte du trésor, se haussent sur leurs pieds nus pour voir, de la rue, les convives parasites du pouvoir, admis à leur détriment à la curée des charges, au festin des places, au partage des honneurs. 20 ans après les faits, quelques lignes suffisent à Dumas pour exposer crûment la rotation des rôles dans ce drame à répétition. Drame qui voit un mouvement révolutionnaire réprimé par ses premiers bénéficiaires. Car les anonymes des barricades ravalés au statut de simples utilités ne furent guère pour les élites du juste milieu qu'un marchepied vers l'exercice du pouvoir. Le même constat réunit d'ailleurs les sensibilités les plus opposées. C'est vrai aussi, c'est moi qui ajoute, on le retrouve chez Chateaubriand, suspecté quant à lui de menées subversives pour le retour de la branche aînée des Bourbons, et brièvement incarcéré à ce titre. Alors on nous dit encore que Dumas sait que le temps ne s'est arrêté que pour les républicains indéfectiblement fidèles à leurs idées. Il comprend surtout que les maîtres du jour font de leur survie politique sur la criminalisation des insurgés, les hommes qui firent, je cite Dumas bien sûr, les hommes qui firent la révolution de 1830 sont les mêmes hommes qui, 2 ans plus tard, pour la même cause, se firent tuer à Saint-Méry. Seulement, cette fois-ci, ils avaient changé de nom justement parce qu'ils n'avaient pas changé de principe. Au lieu de les appeler des héros, on les appelait des rebelles. Jusqu'à des jours meilleurs, leurs cadavres s'entasseront dans les placards de l'histoire. Vous l'avez compris, et on le dit aussi dans ce texte de présentation, ce sera le début d'un certain dégrisement dans le parcours politique idéaliste. Oui, sur le plan de l'idéal, pour sûr, mais qui en prend un petit coup, chez notre ami Alex, mais jamais, jamais ces principes, ces 10 principes, il va sans dire, il ne les reniera. Enfin, il y a ceci aussi que j'aime beaucoup, les morts du cloître. Enfin, oui, j'aimerais encore vous lire ceci du texte de présentation très riche. Les morts du cloître Saint-Méry lui apparaissent alors comme les seuls vrais républicains.
par opposition à ceux qu'il nomme les républiqueurs. Oui, les républiqueurs, les républiquistes et les républiqués. Leur unique tort fut d'avoir devancé leur époque et d'être nés 30 ans trop tôt. Guéri du choléra, du mal est aussi de tout volontarisme, comme je vous le disais il y a un instant, guéri de tout volontarisme. Au lieu de me laisser emporter à mon sentiment, j'en ai appelé à ma raison. J'ai voulu faire pour la politique, écoutez bien ceci, il a voulu faire pour la politique. On songe un petit peu à Marx quand il disait qu'il avait cherché à faire à sa manière pour les sciences sociales ce que pour les sciences naturelles avait fait Darwin, hein. Et Dumas nous dit, j'en ai appelé à ma raison et j'ai voulu faire pour la politique ce que Faust a fait pour la science, descendre et toucher le fond. Je vis que la révolution de 1830 nous avait fait faire un pas, il est vrai, mais que ce pas nous avait conduit tout simplement de la monarchie aristocratique à la monarchie bourgeoise, et que cette monarchie bourgeoise était une ère qu'il fallait épuiser avant d'arriver à la magistrature populaire. Alors je vous laisse le plaisir d'aller lire le reste, la suite et l'entièreté. Oh ben ça peut se lire en une demi-journée, hein. Du Alex, oui, on n'ira pas jusqu'à dire que ça se lit comme un dessert, surtout au sujet d'un livre relatant des pages aussi tristes et aussi sanglantes. De l'histoire des couches populaires, de l'histoire de France en général, non, mais bon, le style, hein, j'y faisais allusion tantôt, l'efficacité, la façon dont c'est agencé, même si ce n'est un secret personne qui lui est arrivé de travailler en association avec des employés, hein, et on expliquerait difficilement autrement une telle production que celle de Dumas, qui n'est pas, si ma mémoire est bonne, il n'est pas mort jeune, mais il n'avait pas non plus, au moment de prendre congé, l'âge de Mathusalem. J'irai vérifier, mais je ne crois pas. Ce récent aussi admis au Panthéon. Dans un numéro précédent, on en avait parlé. Il est aux côtés d'Hugo, il est aux côtés de Zola, et on s'était même posé la question de savoir le soir ce qu'ils font, pour ne pas trop s'ennuyer, hein, s'ils ont des jeux de société ou s'ils ont des sujets de discussion, de prédilection. Parle-t-il encore politique? Oui. Heu, encore ça, que pense-t-il de l'actualité française présente? Non, 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 là, je pense que ça ira comme ça. Je vous ai dit, pour ce qui est des rapprochements, et il n'y a rien qui prête pourtant à bien non, à sourire non plus. Je ne crois pas, on n'ira pas, plus loin, pour ça. Je crois qu'on a fait le tour, et ça me fait songer avant d'enregistrer, c'est pas la première fois que je le dis, dans un funeste, et récemment au cinéma, on a jugé bon de faire une version féminine, féminisée des 3 mousquetaires. Pardonnez-moi peut-être, hein, on le prend mal, on le prend mal, ça passe pas, mais non seulement je trouve ça complètement inutile, foireux, oui, dans le sens où pourquoi faire ça? Ça révèle forcément, je suis désolé, mais là, oui, une inculture, un manque d'information, ne serait-ce que oui, je sais, je suis mal placé, mais si on se situe d'un point de vue constructif féministe, c'est ne rien savoir déjà de l'importance dans les livres d'Alexandre des femmes qu'on qualifie, pardonnez-moi, peut-être encore de badass, des héroïnes badass. C'est pas ce qui manque, chez Alexandre Dumas, et dans la dite optique féministe, dans un féminisme bien compris au sens le plus large. Exemplaire, constructif, je peux vous citer, il y a les Louves de Machecou, La guerre des femmes,
Les titres sont incroyablement parlants, je crois déjà, hein. Les Louves de Machecoul, la guerre des femmes et aussi la San Felice. La guerre des femmes, Phébus l'a réédité il y a une dizaine d'années. Les Louves de Machecoul, on trouvait ça chez Marabout, tout un temps. Et si je trouve une édition plus récente, je vous la mets avec en description. Et je vais vous montrer la San Felice en édition Marabout. La mienne, c'est une édition Marabout. Cette héroïne napolitaine, la San Felice. Et là, on part pour Naples. C'est un de ses plus beaux, entre 1798 et 1800, avant la reprise de Naples par ce cardinal dont j'ai oublié le nom. Je mets ça en comment. Édition Marabout des années 60 du siècle dernier, de ce livre merveilleux, La San Felice. Vous en avez pour quelques belles heures là, et Dumas nous dit avoir rédigé entièrement lui-même cet ouvrage en l'espace de 18 mois, sur place à Naples. Et tant qu'à faire, bon, pour ce qui est des héroïnes féministes ou simplement exemplaires, là je ne sais trop, mais on peut se risquer à l'inclure au dossier, à le mettre en annexe. Là, il s'agit d'une serial killeuse, une des premières serial killeuses de la littérature française, la reine Marguerite de la Tour de Nesle. C'est une pièce de théâtre, d'ailleurs en 1832, et déjà au moment des Trois Glorieuses et de l'insurrection de 1832. À ce moment-là, Alex est principalement un jeune auteur dramatique de pièces de théâtre. Célèbre, fort apprécié. C'est une pièce de théâtre, La Tour de Nesle, et vous trouverez aussi Henri III et sa cour dans le volume que vous allez voir. Présentation ici de Sylvain Léda. J'aime bien l'édition de Garnier Flammarion. Ça ne fait pas très longtemps, très longtemps. Je l'avais paumé aussi. J'en avais déjà une édition plus ancienne, mais je l'avais paumé. J'en ai refait l'acquisition en neuf. Oui, il a jamais été lu, mais j'ai déjà lu l'œuvre, La Tour de Nesle, et c'est aussi l'un de mes films favoris, l'adaptation d'Abel Gans de 1954. C'est rare, hein, on parlait d'événements dont on parle peu. Ici, c'est si on voulait chercher un grand film français rarement évoqué, La Tour de Nesle, Abel Gans, 1954. Hein, c'est un de mes films favoris, sans doute mon film médiéval préféré. Certaines séquences, c'est en couleur. Oui, ça n'a pas été colorisé, c'était sorti en couleur à l'époque, comme des enluminures. Je me souviens de la fameuse séquence lorsqu'on oui, on tire les rideaux dans les chambres, dans les alcôves, au moment où dans la dite tour de Nesle se retrouvent les amants, notamment la reine et son amant, avant de... hein, mais voilà, je ne vais pas tout spoiler, comme on dit. Séquence incroyable par la nudité féminine à l'écran, tout de même assez audacieuse pour 1954, mais c'est surtout sur le plan visuel, l'aspect artistique, esthétique qui m'a toujours séduit, fasciné dans ce merveilleux film du réalisateur de Napoléon, par ailleurs, puisqu'il y a peu, on a reconstitué, à ce que j'ai compris, on a proposé une intégrale du Napoléon d'Abel Gans, dont je vous ai déjà parlé, ainsi que du livre qui a fortement influencé le film, le livre d'Elifort. Je vous l'avais montré, hein, ce fort-là. Oui, je mets en référence Abel Gans, La Tour de Nesle. René Château en DVD l'avait édité à une époque. J'aurais pu vous le montrer. Je n'ai pas songé. C'est l'un des rares DVD que j'ai conservé. J'ai pas songé à le retirer. Et la couverture, vous l'avez vue. Ah oui, chez Garnier Flammarion. J'aimerais vous parler un petit peu de l'avenir de notre émission, hein. Oui, donc, pourquoi ne pas au cinéma plutôt que de faire des transpositions? Je me contenterai de dire pour ne pas être méchant, qui valent ce qu'elles valent.
hein, des 3 mousquetaires, de f pour féminiser les 3 mousquetaires de plutôt que ce type de traitement, pourquoi ne pas adapter enfin de très bons livres qui ne l'ont jamais été ou très peu à l'écran, hein, comme ceux que j'ai cités, que vous trouverez en description. Au sujet de notre funeste Fred, bon, j'ai pas franchement d'ambition pour 2025, sinon continuer ce qu'on va appeler notre petit bonhomme de chemin. J'ai laissé tomber mes projets d'interview au rythme d'une par mois, comme je vous l'avais dit. Je n'aurais pas reçu une fois par mois des intervenants qui, sur cette plateforme, se sont fait connaître en parlant de livres, mais plutôt des personnes que j'ai depuis un bon moment en sympathie, et tout en m'efforçant, en m'arrangeant à ma manière pour retomber dans notre perspective livresque. Vous savez, ça m'aurait permis de discuter un petit moment un peu de tout, hein, avec les intéressés. Et puis je me suis dit que si, pas de la part de ces intervenants, mais de leur public, je ne voulais en rien, je ne voulais pas m'exposer à passer pour un opportuniste venu, vous savez, grappiller des likes, des vues, des abonnements. Alors j'ai laissé tomber, mais si ça vous fait envie, une rencontre un jour, vous pouvez toujours prendre contact avec moi et en parler. On verra. On en discutera. C'est clair que j'ai remarqué, bon, déjà, j'ai remarqué, raison pour laquelle je n'insiste pas non plus, c'est qu'il y a, hélas, un clivage qui se crée peu à peu entre celles et ceux qui, comme votre serviteur, auront conservé avec le temps de l'attachement pour les rapports particuliers qu'elles auront pu avoir avec les livres, le livre imprimé, et mettons, si je n'aime pas trop le mot, la littérature, oui, et les autres, dont je ne dis pas absolument, absolument pas, non, que ce sont des idiots, mais parfois j'ai l'impression qu'on se retrouve de plus en plus avec le temps sur 2 planètes totalement différentes. C'est dommage. Perso, je n'arrive pas à me défaire de l'idée que c'est dommage, mais c'est aussi la raison pour laquelle des fois, dans certains échanges, je n'insiste pas. Mais vous pouvez toujours me joindre, hein, si ça vous dit. Je n'ai pas d'affinité avec les représentants du dit Booktube. Il y en a qui font ça très bien, mais je ne m'y retrouve pas. Je me sens étranger à leur façon de faire, mmh, assez étranger. Et pour ce qui est de retomber sur cette gamme qu'il nous faut bien aller appeler, entre guillemets, «droitière» sur cette plateforme au sujet de la présentation des livres, pardon, mais j'en ai rien à foutre. C'est tout ce que je lisais underground entre 2000 et ça m'intéresse pas. C'est tout ce que je lisais underground entre 2000 et 2010. Une question alors, comme chantait l'autre, d'équilibre, il faut croire, et je dois dire que ça se passait alors très bien, pour votre serviteur, mais oui. J'avais besoin d'un équilibre, comme ça je m'efforçais de lire un max de choses s'inscrivant, pensais-je, aux antipodes de l'esprit régnant alors dans mon milieu socio-professionnel. Mon milieu socio-professionnel d'alors, oui, aux antipodes, pensais-je, et c'est tout ce que je lisais underground entre, je vous dis, 2000 et 2010, qui arrive aujourd'hui dans la bouche de gars dont je pourrais être le père. Et ça m'intéresse pas. Si j'ai envie d'y retourner, les bouquins, je les ai toujours. Si j'ai envie d'y retourner, je n'ai qu'à les prendre. Si j'ai envie d'en causer avec vous de ces livres, de leurs auteurs, c'est pas bien compliqué. Mais en entendre parler, si c'est pas fait par moi, je pense que vous n'aurez pas de mal à me comprendre. Ça m'intéresse pas. Non. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Je vais raréfier ma promo aussi, je tenais à le dire.
J'attrape de l'urticaire quand je vais sur Instagram. Twitter, je n'ai pas l'impression que ça m'a amené beaucoup de monde. Si vous m'avez découvert là-dessus, fait ma connaissance là-dessus, faites-le moi savoir en comment, hein, si vous voulez. Je vous oblige pas, mais j'y crois pas des masses. Et Facebook, si je sais, Facebook, que vous êtes quelques-uns là-dessus à m'avoir en sympathie. Les 9/10 du temps, c'est parler à des murs. Et mon idéal, figurez-vous, je pense que ce ne sera jamais atteint. Mon idéal, je dis bien, ce serait de raréfier ma présence sur Internet, là, au point de ne plus rien faire d'autre sur Internet que poster mon numéro hebdomadaire de Funeste Fret. De venir vous poster mon numéro chaque semaine et bien entendu, je répondrai si vous avez des questions à me poser, je vous répondrai bien entendu en commentaire, il va sans dire encore, mais ce serait mon idéal. Vraiment de raréfier toujours plus ma présence sur Internet. Ce n'est pas une question de paranoïa, de misanthropie, n'allez rien penser, mais avec le temps, ça fait partie d'un besoin d'apaisement, de tranquillité. C'est peut-être bien quelque part aussi, comme on disait tout à l'heure, sanitaire. Pardonnez, pour ne rien oublier, j'avais fait une petite liste comme ça des points dont je voulais vous entretenir pour l'avenir de notre émission en 2025. Bon, j'aimerais bien, je vais intensifier les textes à résonance politique, mais je n'ai pas de chapelle, je ne suis rémunéré déjà par aucune chapelle et j'en profite pour rappeler sans rapport, peut-être, mais sans rapport que je n'ai jamais disposé d'aucun service de presse, d'aucune maison d'édition, d'aucun organisme de presse publiant des bouquins, absolument pas. Par rapport à mes choix, je n'ai pas de chapelle. Politiquement parlant, n'en déplaise, peut-être, mais j'aimerais bien intensifier, tout de même sans rapport, là pour sûr, j'aimerais bien intensifier aussi le côté insolite, en dosant, hein, en m'arrangeant pour, essayer de doser tout ça. L'insolite, les aspects insolites, vous savez, au niveau des bouquins, ce n'est pas la matière qui me manque, hein, histoire de vous présenter des choses un peu plus rares, un peu plus insolites, un peu plus bizarres. Je ne dis pas nécessairement scabreuses, hein, mais dans le domaine de l'insolite, du bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ben, je pense que là, j'ai rien oublié. Où elle est ma petite liste? Oui, me permettez, pour être sûr de n'avoir rien. Oui, ça, ici. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Hmm, j'aimerais bien. Il est temps. C'est le moment de me le dire. J'aimerais bien effectuer, procéder au retrait d'un certain nombre de numéros plus anciens. Lorsque on ramait assez au niveau du son, j'aimerais commencer tout doucement à effectuer le retrait des numéros plus anciens, d'un certain nombre pour sûr de numéros plus anciens à partir d'une certaine époque. Si vous, tout sera refait pour la matière et mieux j'espère, mais si vous y êtes opposé, c'est le moment de me le dire ou alors il faudra, par rapport à ça, vous taire à jamais. Oui, oui, c'est tout. On va continuer notre petit, pardonnez-moi, hein, pour la liste, c'est pas très professionnel, mais on est entre nous, hein. Je vous dis, moi, j'ai pas d'ambition particulière, sur cette plateforme. Je suis réaliste déjà par rapport à nos limites sur le plan technique, sur le plan du visuel, sur le plan du son, de l'image. Ne vous remercierai jamais assez de votre endurance, de me suivre régulièrement ou non, d'avoir pour sûr l'endurance de me suivre. Jamais assez, pour sûr. Alors on va continuer ce bonhomme de chemin 2025. On peut voir ça comme, mettons, peut-être un document sociologique, dans l'hypothèse où
je ne serai plus amené à retirer nos numéros, ou si on ne nous, oui, plutôt ça, si on ne nous retire pas, peut-être qu'un jour viendrait où ça pourrait constituer, non pas un document de premier ordre comme le bouquin de Dumas, mais un document sociologique attestant de ce qu'il y eut des époques où sur Internet, n'importe qui pouvait venir faire et dire n'importe quoi, faire n'importe oui, n'importe qui, n'importe quoi, ou mettons les divagations d'un mec peut-être qui pour sûr aura dû, comme se tromper d'orientation à un moment donné. Quelque chose aura dû coincer, clocher à un moment donné, mais qui n'aura pas réussi à se défaire, vous voyez, de tout ce cadre, de tout cet environnement, de ces grimoires, comme dirait l'un de nos amis, qui est resté là-dedans. Ou alors, ça peut tout simplement, on peut tout simplement envisager entre nous de constituer, de faire mûrir, croître, poursuivre notre petite communauté dans les temps à venir. Je vous dis, pour la promo, je ralentis, je ramène à presque rien, hein, par conséquent, à partir du moment où je réduis moi-même à rien ma promo, je ne vais pas vous demander de fournir des efforts de votre côté, mais je ne vous donne aucun ordre dans un sens ou dans l'autre. Alors, on va terminer avec une poésie. Le dernier, la tour de Nesle, vous avez vu la tour de Nesle? Je ne suis pas sûr qu'elle date de 1864 comme la San Felice, c'est paru en 1800 pour ne pas confondre, c'est la San Felice qui est de 1864. La tour de Nesle, ce que je n'ai pas dit, c'est que, oui, pour votre information, durant très longtemps, c'est resté le plus grand succès théâtral d'expression française, et la pièce ayant été le plus souvent jouée et ayant fait le plus grand nombre d'entrées de spectateurs dans tout le courant du 19e siècle. Et ce qui, rétrospectivement, c'est assez curieux, hein, la très faible fréquence pour ce qui est d'évoquer le film, que ce film reste aussi peu connu. Voilà, le film d'Abel Gans, hein, en regard, c'est surprenant, vous serez d'accord. La San Felice, quand le livre sort en 1864, nous sommes 5 ans avant le décès d'un contemporain d'Alexandre, Lamartine. Oui, Lamartine nous quittera en 1869, et nous allons clôturer avec l'un de mes poèmes préférés là de ce poète. Poème préféré de Lamartine, qui a été inclus à la partie dans les œuvres poétiques complètes d'Alphonse, des harmonies à Josselin, tout ce qui va, des textes qui vont des harmonies jusqu'à Josselin. Et il y a ceci: à une jeune arabe qui fumait le narguilé dans un jardin d'Alep. Je ne voulais pas politiser, c'est pas trop mon style, je ne voulais pas absolument politiser ce texte, mais comme nous sommes peu de temps, je suis athée, mais je tenais à saluer malgré tout. Je souhaite un joyeux Noël à tous, indépendamment de vos convictions, de quelles que soient, oui, vos confessions religieuses, indépendamment de tout ça. Mais je tenais à saluer les chrétiens d'Orient, tout de même, qui, après les récents événements, se trouvent tout de même en Syrie, en particulier après le renversement d'Assad, et qui a fait pousser des cris de jouissance aux élites entre guillemets démocratiques occidentales. Les chrétiens d'Orient se retrouvent dans une phase bien incertaine. Alors je tenais, depuis qu'on a abattu, hein, sous ces cris de jouissance occidentaux, le régime qui, depuis longtemps, les protégeait, ces chrétiens d'Orient, de Syrie. Je tenais à les saluer, et bien entendu, joyeux Noël à tous. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez.
De ce que j'ai dit, et peut-être, ai-je, fourni notre traditionnel motif au désabonnement qui suit immédiatement, comme on n'est pas beaucoup, vous le savez, je le dis toujours, je le vois tout de suite, notre traditionnel désabonnement hebdomadaire, tout de suite après le post de notre numéro. Lamartine il y était allé à Alep, là-bas, pour ce qui oui, se rendre sur le terrain. Ça s'est mal passé, son voyage en Orient, la perte de sa fille. J'entends peu de temps après son arrivée là-bas et c'est un fantôme, qui, se promène à travers les contrées du Proche-Orient, de même que le livre qu'il en tirera. Même les spécialistes, les meilleurs spécialistes et admirateurs de Lamartine comme Guillemin estiment que c'est calamiteux, son livre sur son voyage en Orient. Je ne vous interdis pas pour autant de le découvrir, d'autant qu'il est sorti en folio il n'y a pas longtemps, je le dis, hein, mais ce ne serait pas son meilleur ouvrage, rédigé dans des oui, dans un état psychologique fatalement bien particulier, ayant suivi la perte de sa petite fille là-bas, perte dont il ne se remettra jamais vraiment, même s'il ira jusqu'au plus haut niveau de pouvoir en politique le concernant, ce qui ne lui portera pas chance en 1848. Ce sera lui, en effet, qui accédera à la présidence à l'issue de la Révolution qui aura fait partir Louis-Philippe. Voyez comme tout se recoupe d'une certaine manière, là encore et sans l'avoir fait exprès, et il y a aussi cette j'ai fait allusion à Guillemin, j'espère n'être pas trop décousu. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas, tout de même pas soupçonner de droitisme, effréné, dans ses écrits, pour ce que la République et les républicains deviendront à partir d'un moment. Hélas, j'ai envie de dire, avec l'avènement de la troisième République, celle de Thiers, conservatrice, république aristocratique, en somme, des années 1870. Mmh, rétrospectivement, il ne sera pas interdit d'estimer que dans cette décade, peut-être pas tous, mais au sein des milieux monarchiques, monarchistes plutôt, eh bien, rétrospectivement, peut-être qu'on se sera alors montré, voyez l'histoire, hein, dans cette décade, rétrospectivement, on estime que les milieux royalistes, sinon dans les aspirations, dans l'ensemble, auront été plus proches des couches populaires. Voilà, sans en dire plus, hein. C'était l'évaluation de Monsieur Guillemin qu'on ne peut pas soupçonner, comme je vous ai dit, voilà. Et je pense que ça ira comme ça. Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi et je vous retrouve dans un peu moins d'une petite semaine pour l'ultime numéro de 24. Permettez, je souffle une seconde et j'attaque. J'attaque. Lecture. Notre jeune arabe. Qui, toi, me demandais l'encens de poésie, toi, fille d'Orient, née au vent du désert, fleur des jardins d'Alep, que Bulbul eût choisi pour languir et chanter sur son calice ouvert. Rapporte-t-on l'odeur au baume qu'il exhale? Aux rameaux d'oranger rattache-t-on leurs fruits? Va-t-on prêter des feux à l'aube orientale ou des étoiles d'or au ciel brillant des nuits? Non, plus de vers ici. Mais si ton regard aime ce que la poésie a de plus enchanté, dans l'eau de ce bassin, contemple-toi toi-même. Les vers n'ont point d'image égale à ta beauté. Quand le soir, dans le kiosque à l'ogive grillée qui laisse entrer la lune et la brise des mers, tu t'assieds sur la natte à palmyre émaillée, où du moka brûlant fume les flots amers, quand
Ta main approchant de tes lèvres mi-closes le tuyau de jasmin vêtu d'or effilé, ta bouche, en aspirant le doux parfum des roses, fait murmurer l'eau tiède au fond du narguilé, quand le nuage gélé qui flotte et te caresse, d'odorantes vapeurs commence à t'enivrer, que les songes lointains d'amour et de jeunesse nagent pour nous dans l'air que tu fais respirer, quand de l'arabe errant tu dépeins la cavale soumise au frein d'écume entre tes mains d'enfant, et que de ton regard l'éclair oblique égale l'éclair brûlant et doux de son œil triomphant, quand ton bras, arrondi comme lance de l'urne, sur le coude appuyé, soutient ton front charmant, et qu'un reflet soudain de la lampe nocturne fait briller ton poignard des feux du diamant, il n'est rien, il n'est rien dans les sons que la langue murmure, rien dans le front rêveur des bardes comme moi, rien dans les doux soupirs d'une âme fraîche et pure, rien d'aussi poétique et d'aussi frais que toi. J'ai passé l'âge heureux où la fleur de la vie, l'amour, s'épanouit et parfume le cœur, et l'admiration dans mon âme ravie n'a plus pour la beauté qu'un rayon sans chaleur. De mon cœur attiédi, la harpe et se l'aimer. Mais combien, à 16 ans, j'aurais donné de verre pour un de ces flocons d'odorante fumée que ta lèvre distraite exhale dans les airs, ou pour fixer du doigt la forme enchanteresse qu'une invisible main trace son contour obscur, quand un rayon des nuits dont le jour te caresse jette en la dessinant ton ombre sur le mur. Alphonse de Lamartine, et merci à vous encore.